Médecine, il y a quelque chose, il y a un rêve que tout médecin a, ce serait de faire remarcher quelqu'un qui est en situation de paralysie. Et il se trouve qu'il y a des scientifiques suisses qui sont en train de travailler justement sur cette thématique. Regardez le concept, appliqué d'abord à la souris et ensuite vous verrez à quel point il peut être appliqué de manière efficace à l'humain. Chez le rat comme chez l'homme, c'est le cerveau qui est le grand chef d'orchestre de la marche. Il envoie des ordres à la zone locomotrice de la moelle épinière qui à son tour actionne les muscles et la marche. Lorsque la moelle épinière est lésée, à la suite d'un accident par exemple, les signaux provenant du cerveau sont interrompus. C'est la paralysie. La zone locomotrice de la moelle épinière n'est en revanche pas détruite. On dit qu'elle est dans un état dormant. Les chercheurs ont donc tenté de ranimer cette zone dormante en injectant des traitements pharmacologiques et en appliquant des électrodes sur la zone dorsale de la moelle épinière pour la stimuler électriquement. Ils espéraient ainsi faire remarcher des animaux paraplégiques. Et ça a fonctionné. Un rat totalement paralysé est redevenu capable de marcher sur un tapis roulant quelques minutes seulement après avoir subi des injections pharmacologiques et avoir été stimulé électriquement. Le problème, c'est que cette marche n'est pas volontaire. Elle ne correspond qu'à une réponse automatique de la moelle épinière au mouvement du tapis roulant. Il fallait donc aller plus loin. Et c'est votre boulot d'aller plus loin. Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Jocelyne Bloch, vous êtes neurochirurgienne, Grégoire Courtine, vous êtes neuroscientifique, et tous les deux, vous travaillez sur ce concept de stimulation électrique pour remarcher. Alors, on l'a vu avec la souris, mais on ne comprend pas exactement comment est-ce qu'il faut aller plus loin. Comment ça fonctionne? Comment l'électricité va permettre de faire remarcher? Il faut imaginer qu'en fait, il y a 5 cm de moelle épinière qui normalement contrôlent les muscles pour marcher. La plupart des lésions de la moelle épinière sont au-dessus de cette région. Donc, cette région est intacte, mais elle est déconnectée du cerveau. On va la réanimer avec ces stimulations électriques. C'est le premier effet. Quand, vous l'avez vu sur l'écran, on induit ces stimulations électriques, l'animal peut marcher. Et ensuite, on va l'entraîner avec un système robotique compliqué qui va vraiment engager la volonté. Et au bout de quelques semaines, les nerfs se mettent à repousser. Et c'est grâce à ça que les animaux contrôlent à nouveau leurs pattes paralysées. Ce qu'on arrive assez bien à comprendre, c'est que la moelle épinière, c'est comme une histoire de câble, en fait. Et à un moment, elle est coupée. Et donc, les signaux entre le cerveau qui veut marcher et les jambes qui doivent recevoir le signal, c'est ça qui ne fonctionne pas. Et c'est ça que vous allez réanimer, en fait, Jocelyne Bloch, c'est ça? Exactement. Donc, comme vous l'avez dit, en effet, le cerveau est toujours capable de donner une information, mais ça ne suit plus. L'autoroute est cassée. Et donc, on donne un nouveau cerveau électronique, un peu, mais qui se situe en dessous de la lésion. Mais si j'ai bien compris, il faut à la fois capter ce que veut le cerveau et à la fois redistribuer ça aux jambes. C'est ça, vous installez à la fois des capteurs et à la fois quelque chose qui va ressusciter ce signal électrique. C'est ça? C'est juste. En fait, j'explique très bien. Hein. En fait, on n'a même pas besoin. Moi, je trouve que tu as mieux compris ce sujet que l'autre. Sans problème, sans problème. Ben justement... Donc, ça demande un environnement vraiment très technologique, comme vous l'avez bien noté. Donc, pour le faire, Grégoire a bien dit qu'il suffisait de 5 cm pour faire marcher quelqu'un. Oui. Donc chez un humain, chez une souris, c'est un tout petit peu plus court, hein, mais chez un humain, c'est 5 cm. Et puis, en plus de ces 5 cm à stimuler, il y a tout un environnement technologique, robotique, des ingénieurs qui vont observer ce qui se passe et ajuster cette stimulation en fonction de ce qui se passe en temps réel. Parce qu'il faut imiter la stimulation du corps humain. C'est ça qui est un travail titanesque. Bon, on va regarder justement à quoi ressemble une opération. Parce qu'il y avait des caméras le jour de cette toute première opération, la première fois que vous essayez en pratique cette opération. Mais sur un homme? Et sur un homme cette fois, oui, et plus sur la souris, oui, ça c'est effectivement important. Et on regarde. Nous sommes en août 2016, au CHUV. Bertrand se fait implanter des électrodes sur la moelle épinière. Il restera à jamais le premier patient de cette étude. Pour Grégoire Courtine, Jocelyne Bloch et toute l'équipe, c'est le début tant attendu de l'aventure humaine, plus de 7 ans après les premières expériences sur les rats. Une première, on sait que c'est la première, on veut que ça marche, hein. On n'a pas envie d'avoir de soucis ce jour-là. Et puis il y a du monde, disons que tout le monde s'attend à ce que ça se passe bien parce que c'est le début d'une longue histoire, puis il faut qu'elle débute bien, quoi. Donc c'est clair qu'il y a un peu plus d'envie. Enfin, on a toujours envie qu'une opération marche, hein, mais là, il y a un petit peu plus de pression parce qu'il y a beaucoup d'implications derrière qui seront pas que sur le moment, mais à long terme pour le patient. La difficulté de cette opération, c'est qu'il faut être extrêmement précis dans la mise en place et la localisation de l'électrode.
Et donc, c'est un dialogue avec d'autres personnes qui sont à l'autre bout de la salle. Et au moment où on stimule aux différents endroits de l'électrode, on va observer les réponses provoquées par la stimulation. Et en fonction des réponses, on va ajuster la localisation. On va déplacer, s'il le faut, un peu l'électrode vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Ça, c'est vraiment la difficulté. Donc, c'est vraiment des choses qu'on doit faire en groupe parce qu'on n'a pas 10 heures devant nous. Une opération, plus elle est courte, mieux c'est. Et il faut que ce soit une équipe bien rodée. Mais ça s'est très bien passé. C'est une opération qui s'est déroulée en Suisse grâce à des recherches menées en Suisse, mais c'est un domaine dans lequel il y a une concurrence internationale épatante, Grégoire Courtine. Il y a beaucoup de concurrence, notamment aux États-Unis, c'est juste, hein? Absolument. La neuroprosthétique, on va dire en général, c'est un champ de recherche qui est extrêmement mis en avant en ce moment. On parlait d'Elon Musk avec Hyperloop. Il a aussi créé Neuralink, qui a énormément de visibilité. Il cherche à faire en gros la même chose que nous. Mais alors, qu'est-ce qui fait que nous, ça marche? Alors déjà, on parlait du travail d'équipe. C'est un exemple magnifique de travail d'équipe, non seulement entre les ingénieurs de l'EPFL, mais aussi toute l'équipe clinique au CHUV. Au-delà de la neurochirurgie, on a aussi beaucoup de physiothérapeutes, des médecins avec différents types d'expertise. Une équipe qui travaille ensemble pour réaliser ce qui serait impossible par la somme de chaque individu. Et ça, la Suisse, elle l'a non seulement dans sa tradition, mais aussi dans son organisation. La manière dont on est financé, dont on est soutenu, permet ce travail d'équipe multidisciplinaire. C'est encore une histoire d'argent. C'est ce que vous vouliez dire. Pas seulement. Mais en partie, c'est sûr que la Suisse a un environnement financier qui est particulier, mais aussi dans la mentalité, dans la culture, on a un travail d'équipe qui est bien mis en place, y compris entre deux institutions, le PFL et le CHUV. Ce que tu veux nous dire, c'est que tu n'aurais pas pu faire la même chose, par exemple, aux États-Unis ou bien au Gabon. Enfin, c'est vraiment je veux dire, le climat et les différents paramètres réunis ici en Suisse vous ont permis de pouvoir vraiment envoyer du lourd et puis aller beaucoup plus vite dans ce travail de recherche, en fait. Moi, je pense qu'aux États-Unis, ça aurait été possible aussi. Au Gabon, peut-être plus difficile, parce qu'il y a vraiment, disons, aux États-Unis, en Suisse, des écoles comme l'école polytechnique, des hôpitaux où il y a tout un plateau technique et des financements, comme on le disait tout à l'heure, qui permettent de le faire. C'est important parce que là, on a l'impression à la télé que c'est une méthode magique, qu'il suffit d'une opération et de quelques coups d'électricité pour que ça fonctionne. Mais en fait, il y a un travail humain de la part du patient extrêmement dur. On va voir quelques images qui nous permettent de réaliser ça. Puis Jocelyne, vous allez nous raconter ce que doit faire le patient pour ensuite mériter de remarcher. David Mzee travaille maintenant l'endurance. Il ne peut toujours pas marcher sans stimulation électrique. Mais il a remarqué les premiers effets du traitement sur la capacité de son cerveau à commander sa jambe gauche. Et ce matin, il a préparé une petite surprise pour l'équipe. Prêt ? Gonzalo m'a demandé combien de temps j'ai dormi cette nuit. J'ai répondu 6 heures, mais en fait j'ai dormi 5 heures. Car je me suis réveillé et regardez mes orteils gauches. Sans stimulation. Je me suis entraîné pendant 2h30 et ça marche. C'était encore mieux tout à l'heure. Ouais. Peut-être de la plasticité, non? L'image est bluffante. En plus, là, on est sans stimulation électrique. Hein. C'est vraiment le rêve de pouvoir rebouger le pied et peut-être un jour pouvoir remarcher. Mais il faut passer par quelle étape avant d'en arriver là? C'est vrai que ce moment-là, c'était un grand moment pour nous tous. Hein. On réalisait que c'était possible. Donc David ne bougeait pas du tout la jambe gauche depuis 7 ans et il était capable, après quelques semaines d'entraînement, de le faire. Et ça, c'était, disons que le résultat d'un grand travail. Et toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette étude ont beaucoup travaillé. C'est des athlètes, hein. Ils 4-5 fois par semaine, ils s'entraînent 2 heures, ils transpirent. Pour eux, un mouvement, un pas, c'est comme pour nous faire 10 km, hein. C'est difficile. Mais ils continuent avec une équipe qui les soutient. Avec des succès, on a quelques images de David, celui qu'on voyait bouger le bout du pied, qui arrive maintenant encore davantage à bouger. On a vu ces images-là, ça veut dire qu'un jour, il va pouvoir remarcher de manière totalement naturelle. On l'espère. C'est ça? Bon, si vous voulez, c'est pas un miracle non plus. Hein. Donc vous le voyez, il arrive à faire des progrès. Encore maintenant, il fait des progrès, malgré tout ce laps de temps qui s'est produit entre l'accident et maintenant. Mais
il y a encore du travail. Et c'est là que, pour nous, c'est motivant aussi parce qu'on a encore beaucoup de choses à développer pour aller plus loin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le processus qui lui permet de récupérer, c'est la repousse des nerfs. La repousse des nerfs, elle est très importante juste après la lésion. Elle l'est beaucoup moins après 7-10 ans. Donc ça veut dire que vous auriez meilleur temps, au lieu d'opérer des gens comme David de longues années après leur accident, de pouvoir les opérer très vite après leur accident? C'est clair. Donc on l'a vu chez le rongeur, c'est mieux de le faire tôt. Chez le rongeur, c'est très clair. Donc maintenant, on s'attend à ce que ce soit pareil. C'est important de commencer avec des gens comme David parce qu'ils sont dans un état chronique. Donc s'il y a une amélioration, elle est grâce à nous. Alors qu'il y a une récupération spontanée très tôt après une lésion de la moelle épinière. Donc notre prochain objectif, qu'on va commencer l'année prochaine, c'est des lésions qu'on appelle fraîches, récentes de la moelle épinière, un mois après la lésion. Et là, les espoirs sont encore plus grands. Les espoirs sont beaucoup plus importants. On peut imaginer une récupération neurologique significative qui va dépendre de la sévérité de la lésion. C'est plus difficile à prouver. Absolument, et bien sûr. Moi, je comprends bien que scientifiquement, il fallait commencer avec quelque chose de différent. C'est le rêve de tout start-upper, non, Pascal Meyer? Souvent on dit, je cherche un travail qui a du sens. Ça, c'est très 2019. On l'entend dans le monde entier, j'aimerais un travail qui a du sens. Là, je crois qu'on n'arrive pas à trouver meilleur exemple de start-up qui a un sens évident. On fait remarcher des gens paralysés. Non, mais c'est merveilleux. Je veux dire, c'est un truc qui est juste exceptionnel. Et puis, c'est vrai que d'avoir un réel résultat, parce que souvent on entend parler de trucs de médecine, de machin, innovation, mais on n'a pas vraiment de résultats concrets. Là, on vient avec des images, on a une preuve claire. Je veux dire, et c'est quelque chose qui est en pleine évolution. On en discutait avant avec le docteur Grégoire. Là, il nous disait que ça allait, que ça allait justement tendre vers une belle évolution. Et puis, effectivement, le plus tôt est le mieux. Merci beaucoup, docteur Jocelyne et docteur Grégoire.